Bonjour et bienvenue dans La Foule. La Foule, c'est un podcast qui parle de coopération. Un podcast pour faire découvrir des personnes ordinaires et extraordinaires. Pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui m'ont touchée, soutenue, émue, émerveillée. Et Marion est l'une de ces personnes. J'ai voulu l'interviewer pour vous partager un chemin, un parcours pour devenir facilitatrice. Les facilitateurs et les facilitatrices arrivent tous à la facilitation par un chemin singulier. Et j'ai voulu l'interviewer pour vous partager le sien. Marion, je l'ai rencontrée sur un site de rencontre, appelé LinkedIn. Marion venait de lancer son activité de facilitatrice en indépendante et elle avait mis à jour sa page. En faisant quelques recherches, je suis tombée sur son profil. Une semaine plus tard, on s'appelait. Un mois plus tard, on co-facilitait un séminaire à Lyon ensemble. Marion a travaillé avec Yapluka pendant 2 ans en tant qu'indépendante, et en 2020, elle a rejoint l'équipe cœur de Yapluka en tant que salariée. Marion est facilitatrice, formatrice à la facilitation et véritable chercheuse de la facilitation. Elle contribue à ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Depuis plusieurs mois, elle cherche des correspondances entre l'intelligence corporelle et la pratique de la facilitation. Et ce n'est qu'un exemple. Avec Marion, pas de bullshit, pas de dogmatisme, que de la sincérité. Bref, Marion est une très grande source d'inspiration pour moi. Allez, je vous souhaite une belle écoute. Alors aujourd'hui, je suis en direct de Concarneau. J'ai un petit café qui s'appelle La Coquille. Et je suis venue à Concarneau car on est en train de lancer la promo 5 de notre formation à la facilitation. Et donc aujourd'hui, j'aimerais interroger mon amie, ma collègue Marion. Marion, on s'est rencontrés en 2018 et tu venais tout juste de lancer ton activité de facilitatrice en indépendante. Et après une discussion qu'on peut dire fertile autour d'un bon café à l'anti-café, on a commencé à faciliter ensemble. Aujourd'hui, mars 2023, tu as rejoint Yapluka depuis plusieurs années et tu es responsable pédagogique de la formation à la pratique de la facilitation que nous avons créée chez Yapluka en 2021. Tu as contribué à développer cette formation, l'ensemble des ressources pédagogiques que nous partageons en accès libre sur notre site internet. Et on vient tout juste de sortir la 2e édition de notre livre sur la facilitation que tu as coécrit. Et tu continues à accompagner de nombreux collectifs en tant que facilitatrice. Alors voilà, aujourd'hui, j'aimerais t'interroger pour comprendre ton chemin de facilitatrice, tes débuts, les formations que tu as suivies, et puis ton parcours. Bonjour Marion! Bonjour Laura. Alors, avant qu'on se rencontre en 2018, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais? Eh ben, comme tu l'as dit dans l'introduction, en 2018, quand on se rencontre, moi, je venais de lancer mon activité de facilitatrice en tant qu'indépendante, à peu près depuis 6-8 mois. Et avant ça, j'avais travaillé dans un projet qui s'appelle aujourd'hui le Low-Tech Lab, une association pour promouvoir des solutions durables pour l'homme et la planète. Et c'est en travaillant dans ce collectif que j'ai commencé à m'intéresser à la facilitation, puisque je me demandais comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble en tant qu'équipe, parce qu'on bossait sur un projet qui était plein de sens pour l'environnement, pour la société. Et en même temps, je me disais, bah tiens, en tant qu'équipe, qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser, pour faire que nos réunions soient plus efficaces, plus conviviales, que nos séminaires d'équipe soient voilà plus fructueux, plus fertiles, comme tu as dit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la facilitation. Et aujourd'hui, comment tu décris ton métier? Ah, tu m'as quand même posé cette question. Et ben, c'est difficile de décrire mon métier. En fait, je le décris souvent en donnant des exemples que je fais, des collectifs que j'accompagne. Et donc, par exemple, je peux intervenir pour dans le cadre d'une assemblée générale, d'une association, pour faciliter l'assemblée générale avec tous les adhérents, les adhérentes et co-construire une vision partagée du futur de l'association. Je peux intervenir auprès d'une PME industrielle qui travaille sur un projet qui, comme ça, peut paraître pas très sexy, qui est la classification des emplois. Mais voilà comment collectif peut travailler ensemble
pour produire une nouvelle classification des emplois au sein d'une PME. Et je peux accompagner, par exemple, des projets multi-acteurs. On travaille beaucoup avec l'Office national des forêts chez Yapluka, et on accompagne notamment des projets de concertation entre des agents de l'ONF, mais aussi des chasseurs, des responsables d'associations de VTT, des gérants de camping, bref, toutes les personnes qui gravitent autour de la forêt et qui ont des enjeux autour de la forêt. On les aide à dialoguer ensemble pour partager leurs représentations des différents sujets autour de la forêt et co-construire ensemble des plans d'action sur le futur de la forêt. Voilà. Et j'aime beaucoup cette définition de la posture du facilitateur, de la facilitatrice que donne Marine Simon dans son livre Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Marine Simon, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est formatrice, facilitatrice, et qui dit que voilà, le facilitateur, c'est un navigateur d'entre les mondes. Et alors, j'ai plus les mots exacts parce que j'ai pas le texte sous les yeux là, mais elle dit que c'est vraiment voilà un navigateur entre le monde du concret, puisque voilà, un facilitateur, une facilitatrice, c'est quelqu'un qui va euh, bah, devoir concevoir un déroulé, un accompagnement à partir d'un besoin qui est clairement identifié, qui va utiliser des méthodes, des outils, etc. Il y a quelque chose de très concret dans ce métier, et en même temps, c'est aussi on navigue aussi dans le monde du subtil, le subtil des relations interpersonnelles, de l'énergie aussi qu'on peut percevoir dans un groupe, de l'intuition qu'on peut avoir aussi en tant que facilitateur, facilitatrice. Donc voilà, c'est vraiment un métier qui fait appel à ces deux mondes, le monde du concret, de l'opérationnel, et puis le monde du subtil. C'est quelqu'un qui maintient vivant la curiosité, l'exercice de conscience, l'émerveillement, le doute. Voilà. Donc on n'a pas fini de s'émerveiller, on n'a pas fini de douter. Euh, et c'est pour ça que c'est un métier qui me passionne. Quel a été ton parcours pour devenir facilitatrice? Eh bien, comme je te le disais, j'ai démarré de manière autodidacte dans l'association dans laquelle j'étais à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui le Lotec Lab. Et voilà, j'ai commencé en lisant des bouquins pour animer nos séminaires d'équipe. Et puis un jour, je suis tombée grâce à mon amie Anne sur un MOOC qui s'appelle Leading from the Emerging Future. Euh, L'idée à partir du futur émergent, pour le traduire en français, qui est un MOOC pour découvrir une approche de la facilitation qui s'appelle la théorie U, et qui est, je crois, toujours disponible sur le site internet du MIT, de la plateforme de e-learning du MIT qui s'appelle edX. Et c'est vraiment en faisant ce MOOC qui dure sur plusieurs semaines, et en créant un petit groupe avec qui j'ai suivi ce MOOC, que j'ai découvert la facilitation, et j'ai découvert que ce métier existait, le métier de facilitateur, de facilitatrice. Et ensuite, je me suis pas arrêtée. Donc j'ai pratiqué d'abord dans l'association, et puis petit à petit, comme l'association a été hébergée dans un incubateur où il y avait d'autres projets, j'ai commencé à faciliter des réunions d'équipe, des séminaires pour d'autres projets de l'incubateur. Et c'est à la suite de ça que j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant que facilitatrice. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis inscrite au diplôme universitaire d'intelligence collective de l'université de Cergy-Pontoise. Voilà, parce que je cherchais une formation pour me professionnaliser. Et donc voilà, c'est aussi au cours de cette formation qui dure 1 an, à raison de 3 jours par mois, que j'ai pu me former tout en continuant à pratiquer et à lancer mon activité de facilitatrice. Et est-ce que ces dernières années, tu as eu des formations complémentaires? Oui, complètement. Moi, je suis convaincue que c'est un métier dans lequel on continue à apprendre tout le temps. Et du coup, là, rien qu'en 2022, j'ai fait pas presque, j'ai fait 3 formations sur des sujets qui m'intéressaient
tous très différents. Une première sur l'animation de communauté, puisque chez Y a plus qu'à, on se demandait comment créer du lien entre les indépendants, les indépendantes avec qui on travaille régulièrement. Comment créer une communauté fertile entre ces personnes-là pour que naissent des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouveaux apprentissages. Et du coup, je me suis formée avec des collègues sur l'animation de communauté auprès de Jean-Michel Cornu. Formation d'1 an qui nous a permis de grandir sur ce sujet-là et de lancer notre propre communauté Il n'y a plus qu'à. La deuxième formation que j'ai faite l'année dernière, une sur les approches corporelles dans la facilitation, qui est un sujet aussi qui m'intéresse auprès de Pierre Paris à Paris, et une troisième formation à la posture collaborative avec Enactus Organisation, qui là m'a permis d'apprendre une nouvelle approche des situations de conflit, notamment. Comment aborder des situations de conflit en partageant les intérêts de chaque partie. Et donc, est-ce que tu as besoin d'une certification professionnelle pour exercer? Eh ben, écoute, moi, personnellement, je n'ai pas de certification. Comme je te le disais, et comme tu le sais, j'ai fait le DU d'intelligence collective qui est un diplôme d'État. Mais en France, il n'y a pas de certification de facilitateur au même titre qu'il y a une certification de coach, par exemple. C'est en cours. On est plusieurs organismes de formation à réfléchir comment vraiment professionnaliser ce métier et identifier les compétences clés vraiment qui font partie de ce métier. Mais on voit aujourd'hui dans le milieu de la facilitation des personnes qui viennent de plein d'horizons différents. Et je trouve que c'est aussi ça qui fait la richesse de ce métier, c'est qu'il y a des personnes qui viennent plutôt du métier de la psychologie, d'autres personnes qui viennent des métiers de l'innovation, de l'accompagnement à l'innovation, d'autres personnes qui viennent de l'éducation populaire ou de milieux associatifs. Voilà, il y a plein de chemins pour arriver à la facilitation aujourd'hui en France en tout cas. Et toi, Marine, qu'est-ce qui t'anime dans ce métier? Quels sont tes sujets d'appétence du moment? Eh bien, alors au départ, je crois que ce qui m'excitait le plus dans ce métier, c'était de découvrir plein de méthodes, d'outils d'intelligence collective qui fonctionnent vraiment et qui permettent que les réunions soient plus efficaces, que les collectifs aboutissent à des prises de décision sans que ça se termine en pugilat, que on puisse réussir justement à faire dialoguer des personnes qui ont des enjeux très différents autour d'une même problématique. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui me passionne le plus, c'est presque tout ce qu'il y a avant le jour J. Donc, quand on facilite, il y a vraiment l'animation le jour J auprès du collectif, mais il y a aussi toute la phase de préparation. Et je crois que c'est cette phase-là que je préfère le plus aujourd'hui, notamment questionner quand il y a un client, une cliente qui nous sollicite pour une mission de facilitation. J'aime beaucoup toute cette phase pour apprendre à se connaître et tisser une relation de confiance avec le client, la cliente, et puis vraiment tout de suite sortir d'une relation client-prestataire classique que moi je n'aime pas trop, et passer vraiment à une relation de partenaire. Est-ce que tu pourrais nous partager un ou deux exemples, même si tu dois en avoir beaucoup plus, où tu as vraiment senti que la facilitation avait eu un impact positif sur le collectif? Ouais, avec plaisir. Alors, peut-être 2 exemples où je me suis dit que, waouh, on avait été utile. Même si je suis sûre qu'il y en a plus, mais là vraiment on a eu des retours directs. Premier exemple sur une concertation qu'on a accompagnée auprès de l'Office national des forêts. Concertation autour d'une forêt autour de laquelle il y avait eu par le passé des conflits d'usage entre les associations environnementales, les techniciens forestiers, les usagers, le grand public quoi qui vient pour se promener le week-end dans la forêt. Et donc on a animé deux ateliers de concertation avec toutes ces parties prenantes là. Et 1 an plus tard, on a presque rencontré par hasard le nouveau directeur d'agence où il y avait cette forêt. Et
cette personne-là nous a partagé à quel point non seulement déjà les actions qui avaient été identifiées pendant la concertation étaient en train d'être mises en œuvre, le soufflet n'était pas retombé après la concertation, mais en plus, et moi c'est ce qui m'a le plus touchée, c'est que la concertation a permis de transformer des relations, si je caricature, d'ennemis entre certains acteurs de la forêt à des relations de partenaires. Voilà. Et ça, je me dis, waouh, si l'intelligence collective permet ça, de dialoguer alors qu'au départ on n'est pas du tout d'accord et on est même méfiant et même peut-être accusateur, ben de transformer ces relations-là en relations de confiance et de partenariat, de co-construction. Je me suis dit on avait fait notre on avait apporté notre pierre à l'édifice. Voilà. Et peut-être un deuxième exemple où je me suis dit que vraiment notre intervention avait eu un impact, c'est auprès d'une PME industrielle qu'on a accompagnée sur un projet de classification des emplois dans le cadre de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Et là, non seulement en 4 groupes de travail, en 4 sessions de groupes de travail, on a aidé un collectif de 20 personnes à produire et à classer tous les emplois de l'entreprise, mais en plus, on a transmis des outils de prise de décision, notamment la méthode de prise de décision par consentement, qu'on a utilisé dans la session de groupe de travail, et que les personnes ont tout de suite réutilisé après pour leurs propres réunions par la suite. Et donc là, pareil, je me dis, quand on arrive à transmettre des nouvelles postures, des nouvelles méthodes de travail à des collectifs qui sont capables de réutiliser dans leur quotidien avec leurs équipes, je me sens utile et je me dis qu'il y a de l'espoir pour l'intelligence collective. Tu nous as raconté ton parcours et donc on commence à comprendre auprès de qui tu exerces la facilitation. Mais est-ce que tu peux, voilà, peut-être nous resynthétiser qui sont les clients, quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de la facilitation? Eh bien, on fait vraiment le grand écart, hein, je crois, chez Yapluka. On accompagne à la fois des personnes dans des grandes entreprises, par exemple chez Orange, dans des grandes organisations aussi, comme Pôle emploi ou comme l'Office national des forêts. Et puis, de l'autre côté du spectre, eh ben, on accompagne aussi des toutes petites associations de moins de 10 personnes, pour les accompagner sur des lancements de projets ou des assemblées générales, des choses comme ça. Et entre ces deux extrêmes, on accompagne aussi de plus en plus des projets que nous on appelle multi-acteurs, c'est-à-dire que on va se retrouver à faciliter des réunions entre des élus, des citoyens, des associations, des entreprises, pour encore une fois créer du dialogue et faciliter la co-construction de tous ces acteurs. Et à présent, Marion, est-ce que tu pourrais nous raconter ton quotidien de facilitatrice chez Yapluka? Voilà, très concrètement, à quoi ressemble une semaine type, si c'est possible pour toi de nous décrire une semaine type de facilitatrice? Oui, eh bien, c'est très varié. Dans ma semaine, je vais travailler sur les 4 phases de la facilitation qu'on aime bien décrire chez Yapluka, qui sont la qualification, qui est la phase où on écoute le besoin d'un client, d'une cliente, qu'on appelle aussi commanditaire. Et on va essayer de comprendre quel est le besoin, quel est le contexte et comment est-ce que nous, en tant que facilitateurs, on pourrait aider cette équipe ou ce collectif. Donc là, très concrètement, c'est des rendez-vous clients au téléphone, en visio, autour d'un café pour comprendre le besoin. Dans ma semaine, je vais aussi prendre du temps pour concevoir, donc la conception. C'est la deuxième phase de toute mission de facilitation. À partir du besoin d'un client, d'une équipe, comment est-ce que je vais concevoir un atelier, un accompagnement qui va permettre au collectif d'aboutir à son objectif. Et puis, parfois dans mes semaines, du coup, il y a de l'animation. C'est la troisième phase d'une mission de facilitation, c'est-à-dire vraiment le jour J, je vais animer, faciliter une réunion, un séminaire auprès d'un collectif. Et puis, ça ne s'arrête pas là, puisque une fois qu'on a animé un atelier ou une rencontre collaborative, eh bien, il y a tout le suivi à faire derrière. Donc, à la fois tout un travail de restitution, comment on valorise toute la matière qui a été produite pendant la rencontre, et puis comment on aide le collectif à identifier les prochaines étapes aussi pour
faire en sorte que la dynamique insufflée pendant l'atelier ne retombe pas comme un soufflé au fromage, comme je te le disais tout à l'heure. Et tu es toujours toute seule ou ça t'arrive de co-faciliter sur ces différentes phases? Ah bah alors, je suis presque jamais toute seule. Je travaille toujours au moins en binôme. Même sur la phase de qualification, on essaye le plus possible d'être en binôme parce quand on fait un rendez-vous avec un client, une cliente, c'est toujours plus facile d'être à deux. On a des angles d'écoute différents, des angles de questionnement différents. Donc ça permet d'être très complémentaires même sur cette phase de qualification. Et puis dans la conception, on travaille aussi en équipe pour justement ne pas travailler dans son coin et faire le déroulé parfait, mais pouvoir avoir des retours de ses collègues sur le déroulé qu'on est en train de faire. Et puis dans l'animation, on anime souvent à plusieurs. Voilà. Donc c'est un métier sur le collectif où on travaille beaucoup en collectif. Et le jour J, lorsqu'on anime et lorsque tu animes à plusieurs, est-ce que tu aurais deux, trois bonnes pratiques pour co-faciliter en confiance, avec plaisir? Eh bien, peut-être le conseil que je donnerais, c'est de passer du temps avec la personne avec qui on va co-animer en amont. Je sais que quand on co-anime toutes les deux, Laura, on prend du temps pour prendre un café ensemble et puis et parfois on a des derniers trucs à préparer, mais en fait on a tellement pris le soin de se reconnecter ensemble que les dernières choses à préparer, bah voilà, on les fait en 5 minutes et puis on est prête. Donc ouais, prendre le temps de se connecter l'un à l'autre pour se sentir alignés ensemble pour co-faciliter. Est-ce que tu peux nous partager un moment où tu as été dans le flow le plus total en facilitation? Eh bien, tout à l'heure, je te disais que ce qui me plaît le plus en ce moment, c'est l'avant atelier. Et donc, récemment, il y a plusieurs réunions de préparation avec des clients où je me suis dit, c'était génial. Parce que justement, il y a quelque chose qui se tisse, qui est au-delà de la relation client-prestataire. Souvent, à la fin de la réunion, le client, la cliente dit, ah bah merci, ça m'a aidé à avancer. Voilà. En fait, rien que déjà la conversation, le questionnement, l'écoute qu'on a pu apporter aide à clarifier la problématique, le contexte, etc. On parlait de méthode, technique, outils. Quelle est ta méthode préférée à toi, Marion? Question pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Euh, Moi, de manière générale, ce que j'aime, c'est les méthodes qui donnent beaucoup d'autonomie aux participants et qui leur permettent de s'auto-organiser. Parce que je trouve que c'est là qu'il y a des choses hyper intéressantes qui émergent. Et donc, par exemple, une méthode que j'aime beaucoup, c'est le forum ouvert. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le forum ouvert, en gros, le forum ouvert, ça a été créé par un Harrison Owen qui animait des salons dans le monde entier et qui s'est rendu compte avec les questionnaires de satisfaction que les moments préférés des personnes sur ces salons, c'était la pause café. Et il s'est dit, bah, je vais organiser une pause café géante. Voilà. Et donc, finalement, le forum ouvert, c'est une pause café géante, mais qui est hyper productive. Parce que, donc, on arrive avec un thème, et puis c'est les participants qui vont apporter les sujets des ateliers, des petits groupes de travail qui vont se constituer comme ça de manière auto-organisée le jour J. Donc, par exemple, on a utilisé la pratique du forum ouvert euh, à l'occasion des rencontres nationales des sciences participatives en 2021 peut-être. Donc voilà, c'était 3 jours qui rassemblaient des personnes qui accompagnent des programmes de sciences participatives. Les sciences participatives, c'est quoi? C'est vraiment impliquer les citoyens dans, par exemple, le recensement des oiseaux ou des insectes. Ou moi, Marion, je vais pouvoir aller dans mon jardin compter les oiseaux qui passent pendant euh, un certain temps. Et ensuite, toutes les données agrégées vont permettre à des scientifiques de faire des rapports sur les espèces, la biodiversité, etc. Et donc là, ça rassemblait ces rencontres des sciences participatives rassemblaient une centaine de participants qui se demandaient, bah, ok, maintenant on fait des programmes de sciences participatives, et comment est-ce qu'on fait pour devenir aussi acteur de changements des comportements
les personnes. Et donc, on a le deuxième jour de ces rencontres ont eu lieu sur 3 jours, et le deuxième jour, on a ouvert un forum ouvert sur ce thème-là. Comment faire des programmes de sciences participatives, des outils de changement de comportement. Et là, c'était génial parce qu'à partir de cette grande question, voilà, il y avait la place était ouverte pour les participants d'apporter les sujets qui leur tenaient encore à cœur. Et on a eu comme ça une vingtaine d'ateliers qui se sont auto-organisés en ligne en plus. C'est possible de le faire à distance. Euh, voilà, des participants qui sont rassemblés autour des sujets qui leur tenaient vraiment à cœur. Et à la fin de la journée, on peut penser comme ça que oui, très bien, le forum ouvert, on va se retrouver pour papoter. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est hyper concret puisqu'à la fin de la journée, chaque groupe fait une restitution, rédige un compte rendu qui peut être pratiquement directement imprimé à la fin de la rencontre et distribué aux participants. Et ça, c'est aussi la puissance du forum ouvert, c'est en une journée ou en 2 jours d'aboutir à un livrable très concret. Donc, le forum ouvert en méthode chouchou. Est-ce que tu en as une autre? Ouais, dans les méthodes d'intelligence collective, on dit qu'il y a les méthodes qui permettent de mettre le jeu au service du nous, c'est-à-dire les individus au service d'un projet collectif. Et il y a aussi des méthodes qui permettent de mettre le nous au service du jeu, c'est-à-dire de mettre le collectif au service d'un individu. Et donc là, une des méthodes que j'aime beaucoup parce que je la trouve tellement puissante à chaque fois, c'est le co-développement ou qu'on peut retrouver aussi sous d'autres noms comme l'accélérateur de projet. En, Ça dépend dans quel timing on a. On peut faire des versions très flash, mais on va dire, allez, en 25 minutes à 50 minutes pour des sessions qui peuvent durer plus longtemps. Eh bien, on va aider une personne à avancer sur une situation qui est bloquée. Et on le fait grâce à un processus assez structuré où d'abord la personne va expliquer sa problématique. Ensuite, on va poser des questions de clarification. Ensuite, le groupe va apporter des idées, des suggestions, des ressources qui pourraient aider la personne. Et enfin, la personne va présenter ce qu'elle retire et son plan d'action pour la suite. Voilà. Et toutes ces méthodes, comment on peut les découvrir? Alors, il y a plein de sources. Moi, je les découvre beaucoup en lisant des livres. Il y a des livres un peu catalogues, par exemple, le livre qui s'appelle Le Guide de l'organisation apprenante. C'est un livre où on retrouve une centaine de fiches, outils, méthodes sur la facilitation. Après, il existe des sites internet. Petite page de pub pour le site de Yapluka, ou dans l'onglet ressources. Voilà, on essaye de partager de plus en plus nos fiches méthodes, outils, nos jeux qu'on utilise dans nos ateliers. Et un site, moi, dans lequel j'ai trouvé aussi pas mal de ressources, c'est le site des Liberating Structures, liberatingstructures.fr, je crois, qui référence une bibliothèque d'outils pour faciliter des rencontres collaboratives. Et comment tu vois l'évolution de ces métiers? L'avenir de ce métier de facilitateur, facilitatrice? Eh bien, il y a quelques semaines, il y a un rapport qui est sorti, qui a été créé par Session Lab, qui d'ailleurs a un site internet avec beaucoup de ressources en anglais, mais une bibliothèque incroyable d'outils et de méthodes de facilitation. Donc, Session Lab a sorti un rapport sur le futur de la facilitation, très intéressant, et notamment ce qu'ils partagent dans ce rapport, c'est que parmi les 1000 personnes qu'ils ont questionnées sur le futur de la facilitation, ils envisagent à peu près 2 voies qui sont pas incompatibles d'ailleurs l'une avec l'autre. La première voie, c'est vraiment que le métier de facilitateur va se professionnaliser. Donc, on pourrait imaginer qu'au même titre que le métier de coach, il y a une quinzaine d'années qui s'est vraiment structuré, ben voilà, demain on aurait des écoles de facilitation avec des certifications, que le métier de facilitateur serait plus répandu. Et une autre voie qui pourrait avoir lieu en parallèle, c'est que la facilitation soit pas forcément un métier, mais plutôt une posture qui pourrait être utilisée dans plein de métiers différents. Par exemple, manager,
directeur, directrice d'un centre social, responsable d'une association. Bon, ce serait pas un métier, mais plutôt des compétences qu'on va utiliser dans son métier. Et voilà, moi j'ai pas de pronostic. Je trouve que les deux voies sont hyper intéressantes et j'imagine qu'elles vont évoluer en même temps. Et nous, dans nos formations à la facilitation, ça nous tient à cœur d'accueillir justement ces deux types de profils, des personnes qui vont euh, venir chercher une posture, des outils pour l'intégrer à leur métier, et aussi des personnes qui ont envie de se lancer en tant qu'indépendant, indépendante ou en interne de leur entreprise, mais vraiment dans un rôle presque à 100% de facilitateur. Bah, c'était justement ma question. On a une formation à la facilitation. Qui sont les profils des participants? Comment on peut, voilà, participer à cette formation? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a des métiers spécifiques? Eh bien, nous, on a créé cette formation avec cette intention de réunir des gens de profils et d'horizons variés. Parce qu'on a déjà, depuis plusieurs années, formé des centaines de personnes en interne des entreprises, par exemple à Pôle emploi, à l'Office national des forêts, chez Orange. Euh, et on avait à cœur de faire se rencontrer des personnes aussi qui ne font pas le même métier, viennent d'une entreprise différente, des personnes indépendantes, des managers. Et donc, dans notre formation aujourd'hui, on a vraiment des profils très différents, des personnes en reconversion professionnelle qui ont envie de se former au métier de facilitateur, des personnes qui travaillent déjà dans des métiers de l'accompagnement, par exemple des coachs ou des formateurs, des formatrices qui veulent intégrer la posture de facilitation à leur métier. Et on a des personnes aussi qui sont des managers dans des équipes, dans des entreprises, des associations, qui ont envie de travailler leur leadership collaboratif, si on peut dire ça. Voilà, qui ont envie d'intégrer ces compétences et ces postures de facilitation à leur métier de manager. Si tu avais une minute là pour pitcher notre formation à la facilitation, qu'est-ce que tu dirais pour donner envie à ceux qui nous écoutent? Un petit jingle. Eh bien, notre formation à la facilitation, bah déjà, c'est bienvenue à Facilitation City. C'est vraiment, on a scénarisé notre formation autour de 4 quartiers qui représentent les 4 phases d'un projet de facilitation, à savoir le quartier de la qualification. Où on va travailler vraiment comment est-ce qu'on tisse une relation de confiance avec un commanditaire et comment on pose les bonnes questions pour comprendre le contexte, le brief. Le deuxième quartier, la conception. Comment est-ce qu'on conçoit un déroulé qui soit pertinent pour aider le collectif à atteindre son objectif. Le quartier de l'animation. Là, c'est vraiment le jour J. Comment est-ce qu'on guide un collectif au travers des différentes séquences qu'on a créées. Et puis, le quartier du suivi, où là, on travaille la valorisation de toute la matière qui a émergé pendant l'atelier. Et puis, l'accompagnement de la suite aussi. Voilà. Donc, la formation, on visite ces 4 quartiers et puis je dirais que c'est 80% de mise en pratique, 20% de théorie où vraiment on apprend en faisant. Et c'est sur combien de temps? 5 jours, donc 3 jours plus 2 jours un mois plus tard, où pendant le premier module, on visite les 4 quartiers et le deuxième module, on approfondit et puis on voit comment chacune va s'approprier tout ce qu'il ou elle a appris pendant la formation et va l'utiliser dans son propre environnement professionnel. Et toi, Marion, ton avenir de facilitatrice, quels seraient tes souhaits? Comment tu continues à apprendre, à évoluer? Très concrètement, là, il y a un livre que j'ai envie de m'acheter, que j'ai vu dans une librairie la semaine dernière, qui s'appelle, je crois, la Perma Entreprise, pour construire des modèles d'entreprise viables pour un futur vivable. Je crois que c'est ça le sous-titre. Et ça me rend très curieuse de voir comment est-ce qu'on peut, euh, nous, en tant que facilitateurs, facilitatrices, accompagner des entreprises dans ces changements de modèles-là. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. On réfléchit aussi actuellement chez Yapluka à un accompagnement, une formation action pour accompagner les entreprises qui veulent changer de modèle pour ce futur vivable, justement.
Et en souhait aussi, j'ai repéré une formation, toujours continuer à apprendre, une formation au cercle de dialogue qui est donnée par un Américain qui intervient dans des prisons pour permettre à des personnes de dialoguer sur des sujets qui sont importants pour elles. Et voilà, je sens qu'il y a quelque chose à aller chercher dans cette formation et que j'ai à cœur aussi de transmettre cette manière-là d'ouvrir le dialogue. La supervision, là, j'ai jamais fait ça encore. Euh, mais je me suis dit que toujours dans cette idée de continuer à apprendre, de prendre du recul aussi sur ma posture de facilitatrice, j'allais m'offrir des sessions de supervision avec une coach, donc des sessions individuelles où pendant 1 heure et demie, on va échanger ensemble pour qu'elle m'aide à prendre du recul aussi sur ma posture de facilitatrice. Et alors, pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais des conseils à partager avec toi, l'auditrice, des livres qui t'ont inspiré? Eh bien, en livre, il y a vraiment, il y a plein de livres sur la facilitation. Il y a des livres généralistes. Il y a le livre de Yapuka. Oui, on a mis quand même du temps à l'écrire. Maintenant, il faut qu'on le partage. Et un livre qui m'a beaucoup aidé au départ, quand je me suis lancée en tant que facilitatrice, c'est Devenir facilitateur de Jean-Philippe Poupart, qui voilà donne vraiment le cadre de qu'est-ce que c'est la facilitation professionnelle. Et puis voilà, un livre plus coup de cœur, le livre de Marine Simon, Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Ce que j'aime beaucoup, c'est elle applique les principes de la permaculture à l'intelligence collective et l'accompagnement des collectifs. Et ce que j'aime énormément chez Marine, c'est qu'elle apporte beaucoup de nuances et de subtilités sur ce que c'est que d'être facilitateur ou facilitatrice. Et comme conseil, à des personnes qui se lancent, je dirais, oser se lancer avec ce qu'on sait faire. Au début, je savais pas faire grand-chose et pour autant, ça m'a pas empêché de commencer à apporter de la valeur à des collectifs. Donc voilà, j'ai démarré par ce que je savais faire, par des choses que j'avais vécues moi dans des séminaires, dans des réunions. Et puis petit à petit, comme ça, j'ai étoffé en me formant, en lisant, en me connectant avec d'autres facilitateurs, facilitatrices. Donc je pense qu'on peut tous déjà faire quelque chose avec ce qu'on sait. Voilà. Et se lancer comme ça. Et puis ne pas se lancer dans des choses où on se dit oh là je sais pas faire, mais se lancer avec déjà les premières choses qu'on sait faire. Est-ce qu'il y aurait une question que je ne t'ai pas posée, à laquelle tu aimerais répondre? Tout à l'heure, tu me demandais si je travaille beaucoup en collectif. Et j'ai répondu comme si c'était une évidence que, en tant que facilitateur, facilitatrice, on travaille jamais seul. Et ben en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout une évidence. Toujours pour reprendre là, le rapport qui est sorti sur la facilitation, qui a été rédigé par Session Lab. Un des faits que fait ressortir le rapport, c'est qu'il y a énormément de facilitateurs, facilitatrices qui exercent seuls. Et donc voilà, ce que je voulais ajouter, c'est que juste, je me sens extrêmement chanceuse de pouvoir accompagner des collectifs et en même temps vivre une vraie aventure collective chez Yapluka. Et que ça, c'est indispensable pour moi de à la fois pouvoir être facilitatrice, être ressource pour des collectifs, mais aussi jouer un rôle en tant que membre d'une équipe chez Yapluka. Parce que quand on est facilitateur, parfois on a l'impression d'être toujours un peu dans la membrane. On n'est pas vraiment membre du collectif, ni complètement extérieur. Pendant un temps, on est invité par le collectif pour l'accompagner. Et du coup, de temps en temps, d'être vraiment dans une équipe, de faire avec une équipe, pour moi, c'est hyper important et ça équilibre cette posture de facilitation. Si on souhaite te contacter ou s'inscrire à la formation à la facilitation qui s'appelle donc Facilitation City, comment on peut faire? Eh bien, m'envoyer un mail, marion.oleg@yapluka.fr, et aussi via notre site internet. On retrouve toutes les informations sur la formation, la facilitation et également les autres formations
Et aussi, voilà, pour prendre contact avec nous pour toute demande de facilitation, ça peut être aussi par mail ou via notre site. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Laura. C'est la fin de notre épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et j'espère que les bruits des cafés ou des cappuccinos servis à la coquille ne vous ont pas trop dérangé. En tout cas, on souhaitait vraiment vous partager le chemin de Marion, un chemin pour devenir facilitateur, facilitatrice. Alors à présent, n'hésitez pas à aller regarder les liens qui sont en description de cet épisode pour continuer à vous plonger dans les chemins de la coopération et de la facilitation. Et je vous dis à très bientôt avec la foule!